Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête à tenir une réunion d'urgence après que 3 casques bleus ont été tués dans le sud Liban en l'espace de 24 heures. Le Parlement israélien a adopté une loi autorisant la peine de mort pour les terroristes mais qui ne s'applique qu'aux Palestiniens reconnus coupables de meurtre à caractère nationaliste. Selon le FBI, l'homme qui a foncé avec son pick-up dans une grande synagogue de la région de Détroit avait été inspiré par le Hezbollah. En Grèce, 3 mois après l'intervention des autorités pour endiguer l'épidémie de variole ovine, les éleveurs et les producteurs de feta craignent pour leur avenir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête à se réunir en urgence à la suite d'une série d'incidents tragiques ayant coûté la vie à 3 casques bleus en l'espace de seulement 24 heures dans le sud du Liban. Selon le communiqué officiel de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, 2 soldats de la paix ont été tués ce lundi lors d'une violente explosion. Un 3e membre de la mission avait déjà succombé dimanche soir après qu'un projectile a directement frappé sa position. L'armée israélienne a ouvert une enquête interne. L'état-major cherche à déterminer si ces frappes mortelles sont imputables au Hezbollah ou à une erreur de ciblage des forces de défense israéliennes. Attacks on peacekeepers, as we've been saying quite a bit, is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701 and may amount to war crimes. There will need to be accountability. Ces incidents surviennent alors que les combats entre les militants du Hezbollah et les forces israéliennes s'intensifient dans le contexte d'une invasion israélienne des zones frontalières libanaises. Le coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban a déclaré lundi que l'impact humanitaire dans le sud du Liban avait atteint des niveaux dévastateurs. L'envoyé a précisé que les 3 casques bleus de l'ONU et les 9 ambulanciers libanais tués au cours des derniers jours s'ajoutent à un bilan global qui s'élève désormais à plus de 1240 morts, tandis que plus d'1 million de personnes restent déplacées. Le Parlement israélien a adopté par 62 voix contre 48 ce lundi une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes, mais rédigée pour qu'elle ne s'applique qu'aux Palestiniens reconnus coupables de meurtre à caractère nationaliste. Cette loi, défendue par le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, fait de la peine de mort par pendaison la sanction par défaut pour les Palestiniens de Cisjordanie si l'homicide est qualifié d'acte terroriste. Elle donne également aux tribunaux la possibilité d'imposer la peine de mort à des citoyens israéliens reconnus coupables d'infractions similaires. Mais des experts juridiques estiment que cette formulation confine ceux qui peuvent être condamnés à mort aux Palestiniens d'Israël et exclut les citoyens juifs. הצדק הזה צריך להיראות ולהיעשות, וממחר בבוקר בעזרת השם יתברך הוא יעשה. L'association des droits civils en Israël a annoncé avoir saisi la Cour suprême israélienne quelques minutes après le vote afin de contester la loi, la qualifiant de discriminatoire par nature. Elle assure également qu'elle a été adoptée sans base juridique pour les Palestiniens de Cisjordanie. Les ministres des Affaires étrangères australiens, britanniques, français, allemands et italiens ont publié dimanche une déclaration exhortant Israël à renoncer à cette loi, susceptible de remettre en cause les engagements du pays en matière de principes démocratiques. L'autorité palestinienne a dénoncé une tentative de légitimer des exécutions extrajudiciaires quand le Conseil de l'Europe a assuré que l'adoption de cette loi constituait un grave recul. Le FBI a déclaré disposer de plus amples informations sur le profil de l'homme armé qui, début mars, a foncé avec son pick-up dans une grande synagogue de la région de Détroit. Selon l'agence américaine, Ayman Rezali aurait été inspiré par le Hezbollah soutenu par l'Iran. Ayman Rezali a enregistré une vidéo quelques minutes avant l'attaque dans laquelle il déclarait vouloir en tuer autant que possible parmi la plus grande congrégation juive de l'État du Michigan. Based on the evidence gathered to date, we assess this attack to be a Hezbollah-inspired act of terrorism, purposely targeting the Jewish community and the largest Jewish temple in Michigan. Le FBI a fait référence à des vidéos et à des comptes sur les réseaux sociaux appartenant à Ayman Rezali dans lesquels il prônait la vengeance et faisait la promotion de l'idéologie du Hezbollah. Ses liens familiaux avec le mouvement terroriste ont été rendus publics peu après l'attaque. L'armée israélienne a déclaré qu'un de ses frères était un commandant du Hezbollah au Liban, tué sur place en mars.
Razali a foncé avec sa voiture dans une zone dédiée à l'éducation de la petite enfance. L'attaque est survenue quelques jours après le début de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis qui a démarré le 28 février. Sa camionnette était chargée de feux d'artifice de qualité professionnelle et de bidons contenant plus de 100 litres d'essence. Le véhicule a pris feu après avoir percuté la synagogue. Le FBI n'a pas pu déterminer si Ayman Razali savait que des enfants seraient présents à ce moment-là. Un agent de sécurité a été touché lors de l'attaque. Il y a eu des échanges de coups de feu avec un autre agent de sécurité avant que Razali ne mette fin à ses jours. Fort heureusement, aucun des 150 enfants ou membres du personnel n'a été blessé ce jour-là. C'est la Gestapo, vous êtes juif, on vient vous arrêter. Témoigner pour ne jamais oublier. Ginette Kolinka est l'une des dernières survivantes de la Shoah en France. Et malgré les années, elle continue de raconter son histoire, parfois plusieurs fois par semaine, devant les publics de tous âges. De son arrestation par la Gestapo à 19 ans, avec son père, son frère et son neveu en mars 1944, à ces longs mois passés dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. On exige de nous la nudité totale. Il faut enlever les culottes. La haine des nazis envers les juifs était telle qu'ils ont été chercher tous les détails qui pouvaient nous faire souffrir. Ginette Kolinka a longtemps été réticente à raconter son histoire. Il a fallu une sollicitation d'une association d'anciens déportés et les appels insistants d'un enquêteur de la Shoah Foundation, une vaste entreprise de recueil de témoignages lancée par le réalisateur américain Steven Spielberg au début des années 2000, pour qu'elle s'engage comme ambassadrice de la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, elle concentre ses interventions dans les établissements scolaires pour transmettre aux jeunes générations. Alors naturellement, on a dû me poser des questions. Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Si ça devait arriver, encore une fois, j'espère que jamais, 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 eh bien, et que j'avais un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le faire subir ce que j'ai subi. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Un témoignage marquant, suivi de discussions sans tabou. Les élèves sont captivés. C'est une femme formidable. C'est formidable de l'avoir en face de nous. Cette force de témoignage, cette force mentale en fait qu'elle a, d'être devant nous, d'être devant une salle pleine d'élèves, et puis on est tous hyper intéressés. C'est une joie pour nous d'être là. Je pense vraiment que cette femme est extraordinaire. On trouve le même mot pour la décrire. C'est magique d'entendre ça. C'est triste. Pour son engagement inlassable de passeuse de mémoire, Ginette Kolinka a été nommée commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2024. À 101 ans passés, elle affirme vouloir continuer ses interventions dans les écoles aussi longtemps qu'elle le pourra pour transmettre son message de tolérance aux plus jeunes. Après des années loin des projecteurs pour lutter contre une maladie neurologique, Céline Dion est prête à remonter sur scène. Lundi soir, la chanteuse canadienne a annoncé la nouvelle de son retour, le qualifiant de plus beau cadeau à l'occasion de son anniversaire. S'adressant à ses fans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la mégastar de 58 ans a déclaré que son état s'était amélioré et qu'elle donnerait une série de 10 concerts dans la capitale française à partir du 12 septembre. Bonjour à vous tous. Vous savez, dans ma carrière, j'ai enregistré beaucoup de souhaits d'anniversaire. Mais pour la première fois, je vais en enregistrer un pour mon propre anniversaire. Wow! J'avoue que ce n'est vraiment pas facile de me cacher de mon propre anniversaire. Mais je voulais vous dire que je vais vraiment bien. En plus de 40 ans de carrière, Céline Dion a brisé tous les records. Elle a vendu plus de 260 millions d'albums. Couronnée de 7 Grammy Awards et d'autres récompenses musicales, elle reste l'icône absolue de la pop, capable de déplacer les foules de Las Vegas jusqu'à la Tour Eiffel. Une légende vocale, tout simplement. C'est une affaire qui n'a rien à envier au plus grand film d'action. 22 personnes sont jugées aux assises de Paris, soupçonnées d'avoir participé à des projets criminels attribués à une vaste cellule liée à une loge franc-maçonne appelée Athanor.
Parmi elles figurent des agents de la DGSE et de la DGSI, les services de renseignements extérieurs et intérieurs, un agent de sécurité et de dirigeants d'entreprise. Dans le viseur de ces barbouzes, une chef d'entreprise, un syndicaliste ou encore un ancien pilote de rallye retrouvé mort. L'une de leurs victimes raconte les conséquences de ces attaques sur sa vie. Trouble du stress post-traumatique dont je n'arrive pas à sortir en fait depuis 6 ans, ça revient par épisode. Cancer et puis exclusion de ma profession également. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. La plupart des suspects, âgés de 30 à 73 ans, n'ont pas de casier judiciaire. Tous sont à l'origine de 86 délits, dont des agressions violentes et un meurtre. 13 des accusés pourraient être condamnés à la prison à perpétuité. Le verdict est attendu le 17 juillet. La police italienne a confirmé ce lundi le vol de 3 tableaux dans la villa de la fondation Magnani Rocca, un musée situé près de la ville de Parme, survenu dans la nuit du 22 au 23 mars. Parmi les œuvres d'art volées figurent Poisson d'Auguste Renoir, Nature morte cerise de Paul Cézanne et Odalisque sur la terrasse d'Henri Matisse, d'une valeur estimée à plusieurs millions d'euros. 3 tableaux mineurs de ces artistes selon l'expert en art italien Claudio Strinati. Les médias locaux ont rapporté que les 4 personnes ont réussi à forcer la porte principale avant de s'emparer des œuvres et de s'enfuir en traversant les jardins. Les autorités estiment que les voleurs ont agi de manière structurée et organisée et qu'ils ont été interrompus par l'alarme du musée et l'intervention rapide des carabiniers. Le cambriolage, qui s'est déroulé en moins de 3 minutes, présente des similitudes avec le vol très médiatisé qui a secoué le musée du Louvre en octobre dernier.